Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Nico de la chaîne Code Garage et aujourd'hui on va parler d'un livre qui m'a retourné le cerveau, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas qui m'a fait apprendre énormément de choses sur l'histoire de l'informatique depuis ses débuts jusqu'aux années 90. En gros, c'est un livre qui m'a été offert et donc je ne savais pas à quoi m'attendre en recevant ce livre puisque des livres sur l'histoire de l'informatique, on en a quelques-uns, souvent le problème de ces livres-là, c'est qu'ils font partie par partie et on n'a pas trop d'images, de panorama global de l'histoire de l'informatique depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Et ce livre, c'est vraiment ça, c'est vraiment un panorama global, détaillé, exhaustif. Ce livre, c'est Les Innovateurs de Walter Isaacson. C'est un livre vraiment qui est absolument formidable. Le sous-titre, c'est comment un groupe de hackers, de génies et de geeks ont créé la révolution numérique. Donc moi, j'ai la version originale, il est trouvable évidemment en français. Vous aurez tous les liens pour l'acheter, le commander en librairie, etc. dans la description de la vidéo. Mais c'est un livre que je voulais absolument vous présenter puisque voilà, il contient absolument tout ce qu'il y a à savoir sur l'histoire de l'informatique de Ada Lovelace, comme vous pouvez la voir sur la couverture, ici, hop. Et après, donc, on voit évidemment Steve Jobs, Bill Gates et Alan Turing, mais il n'y a évidemment pas que ces gens-là, il y a énormément de portraits. C'est comme si c'était je sais pas, 25-30 biographies présentées. Alors des fois, c'est des biographies d'équipe, on va dire, et de technologie, mais c'est quand même une des spécialités de Walter Isaacson, c'est d'écrire des biographies. Il est journaliste au New York Times. Alors, je fais un petit arrêt sur la vidéo pour corriger ce que je viens de dire, parce que donc Walter Isaacson, il n'a pas travaillé au New York Times, j'ai confondu, il a travaillé au Time Magazine comme éditeur, et il a été aussi président de la chaîne CNN. J'ai confondu parce que le livre, lui, a été primé par le New York Times, le Washington Post et le Financial Times. Voilà, j'ai un petit peu tout mélangé, mais je vous laisse reprendre la vidéo. Et il a écrit évidemment aussi des best-sellers qui sont à chaque fois quasiment des biographies. Il a écrit notamment celle-là avec laquelle je l'avais découverte, qui est donc Steve Jobs, la vie d'un génie. Alors, je vous le recommande aussi, sauf si vous êtes vraiment allergique à Steve Jobs, mais il n'y a pas besoin d'être absolument fan de lui pour apprécier. Alors c'est un gros pavé hein, quand même, il a, je sais plus, il fait 900 pages. Mais c'est aussi un très bon panorama, mais qui est beaucoup plus centré évidemment autour de sa vie et autour de la vie de l'entreprise Apple. Mais on a beaucoup de choses quand même, on parle beaucoup du Xerox PARC, on parle de Microsoft, on parle de pas mal de choses. Donc moi je l'avais découvert avec ce livre-là, qui est déjà une masterclass, hein, clairement, il est vraiment très bon. Mais donc on m'a offert celui-là et je me suis dit, bah... ça me paraît audacieux de vouloir raconter l'histoire de l'informatique en 500 pages, je crois qu'il fait à peu près. Et en fait, c'est un pari mais qui a réussi, mais tellement réussi. Je changerai absolument aucune page de ce bouquin. Je dis pas qu'il est toujours ultra facile à lire, parce que ça reste des choses historiques. Et même si c'est très bien raconté, moi, le fait de le lire en anglais, c'était un petit peu parfois long. C'est pas, on s'y accroche pas, j'ai envie de dire, comme un roman. Hein. Évidemment, un roman, on va avoir des intrigues, des choses comme ça. Là, ça va être différent. C'est des faits, c'est des histoires, mais il n'y a pas de cliffhanger, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, on peut mettre un petit peu plus de temps pour le lire. En tout cas, moi, j'avais pas l'habitude de lire énormément de livres historiques comme ça. Mais, en fait, c'est absolument incroyable. Donc, on commence l'histoire de l'informatique avec Ada Lovelace en 1843 et on finit le bouquin avec le web dans les années 90. Entre-temps, on passe par absolument tous les passages de l'informatique, donc notamment si je reprends un petit peu la liste des chapitres, les chapitres sont super bien découpés et c'est très thématique, on va dire. Mais du coup, c'est super bien fait puisque on avance vraiment dans l'histoire petit pas par petit pas, mais sans jamais rien manquer. Donc le premier chapitre, c'est consacré à Ada Lovelace. Je pense que vous la connaissez, vous avez déjà entendu son nom. C'est la première programmeuse de l'histoire de l'informatique, de l'histoire même tout simplement, puisqu'elle va travailler sur une machine
ou sur une machine théorique plutôt, qu'a inventé Charles Babbage. Et donc cette machine analytique, donc Eve a travaillé sur cette machine. Il faut savoir qu'elle a été, on va dire, encouragée à continuer à apprendre les mathématiques et les sciences par sa mère, et elle est aussi amoureuse donc des sciences, mais de l'art, notamment de la poésie. Et c'est un trait de caractère, ou du moins un trait de personnalité qu'on va retrouver énormément dans les protagonistes de ce bouquin, donc de l'histoire. Mais parce que ça soit donc Ada Lovelace, Steve Jobs et plein d'autres, hein, jusque dans les années 90, à chaque fois, il y avait très souvent des gens passionnés par de l'art. Ça peut être de la musique, ça peut être de la peinture, et qui vont allier les sciences et l'art. Donc, une fois qu'on a fait un petit peu le tour de l'histoire d'Ada Lovelace, qui est déjà très intéressante et qui est quand même assez fascinante, puisqu'elle va donc non seulement écrire la documentation, enfin traduire la documentation de cette machine, mais corriger la documentation de cette machine. Donc il faut quand même comprendre entièrement une machine qui n'existe pas encore, et elle va même écrire des algorithmes, notamment pour résoudre les suites des chiffres de Bernoulli. Tout simplement comme ça, sans même avoir les mains sur la machine, et elle va même jusqu'à ne pas signer certains de ses travaux, où elle va les signer mais avec ses initiales, pour ne pas qu'on pense qu'elle se vante tout simplement, évidemment, les joies d'être une femme à l'époque. Malheureusement, ça arrive encore aujourd'hui. Le deuxième chapitre, c'est donc il s'appelle The Computer. Donc, je pense qu'en français, il doit s'appeler l'ordinateur, tout simplement. Et c'est effectivement les premiers ordinateurs, j'ai pas envie de dire digne de ce nom, mais voilà, avec l'histoire d'Alan Turing, de Vannevar Bush, qui lui crée un analyseur différentiel. Voilà, donc à chaque fois dans le bouquin, vous avez pour chaque chapitre quasiment des photos comme ça. Alors souvent c'est des portraits, mais il y a aussi des photos des inventions, des choses comme ça. On a la photo du premier transistor par exemple, et c'est quand même des petites pièces d'histoire qui sont vraiment, vraiment cool à avoir dans le bouquin. Je sais pas si c'est dans toutes les éditions, mais j'espère. Et donc ça va retracer l'histoire des premiers ordinateurs, on va dire des ordinateurs purement mécaniques, jusqu'aux ordinateurs électromécaniques, puis électroniques, avec les tubes à vide, qui sont les ancêtres des transistors, tout simplement. C'était moins solide, mais moins solide, plus gros, etc. Mais c'était un peu le même fonctionnement que le transistor. Après Computer, on a la programmation. La programmation avec notamment les histoires autour de Grace Hopper. Grace Hopper, c'était une militaire et ingénieure qui a travaillé sur l'ordinateur Mark I à Harvard, et qui a fait une grosse partie de la programmation de cet ordinateur, mais qui est aussi connu pour avoir inventé le langage COBOL, et l'un des premiers compilateurs au monde, tout simplement. Donc là, on passe effectivement d'une ère où les ordinateurs sont simplement, les ordinateurs sont programmables, au sens où des fois on peut changer des parties de circuits, mais il faut quand même avoir créé ces circuits, les souder, mis les composants, etc. Avec des fois des ordinateurs qui vont gérer du code ou des données par des cartes perforées. Et là, on arrive justement dans ce chapitre-là à de la programmation un petit peu plus proche de ce qu'on connaît, même si on est quand même encore loin du JavaScript, si je prends un exemple de mon quotidien. Mais voilà, donc c'est ultra intéressant, évidemment. Et on voit à quel point c'était complexe à l'époque d'être développeur ou développeuse. Voilà, c'est pas la même tambouille qu'aujourd'hui. Le chapitre d'après, c'est sur les transistors. Donc comme je disais avant, on avait les tubes à vide, et on passe aux transistors avec le silicium. Donc j'espère que je ne vous l'apprends pas, mais la Silicon Valley vient tout simplement du terme silicium en anglais. Et donc les transistors vont absolument révolutionner, puisqu'on part sur des tubes à vide qui sont des vrais objets physiques et qui cassants, et qui n'est pas très stable. Mais par contre, du coup, avec l'arrivée des transistors, ça va absolument tout changer, et on voit là simplement la révolution numérique qui prend place à ce moment-là, et la révolution informatique, évidemment. Le chapitre 5, c'est un chapitre sur les puces intégrées. Les puces intégrées, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est simplement rassembler plein de composants différents, au lieu d'avoir des composants les uns à côté des autres sur une carte et qu'on soude entre eux. Eh bien, on va venir graver
tous ces composants grâce à des matériaux spécifiques comme les semi-conducteurs pour les transistors, etc. Des conducteurs pour les résistances, voilà. Et donc tout simplement les graver sur des plaques miniatures, et ce qui va faire en sorte que ça soit beaucoup plus fin, beaucoup plus petit, beaucoup plus efficace en termes de gestion d'énergie, en termes de gestion de chaleur, etc. Et puis ce qui va nous emmener évidemment au microcontrôleurs et aux microprocesseurs. Voilà, on parle de l'Intel 4004 et de plein de microprocesseurs qui sont absolument mythiques, qui ont atteint le grand public. Le chapitre 6, c'est sur le jeux vidéo, plutôt les jeux vidéo. À l'époque, ça parle de Space War, qui a été un des premiers phénomènes où ça a vraiment, on va dire, fait bouger des gens pour venir jouer à un jeu vidéo, ce qui n'existait pas à l'époque. On avait des petits jeux sur, et encore si on peut appeler ça des jeux, mais sur des oscilloscopes, on avait des choses comme ça. Mais Space War, ça a été un des premiers où on avait des groupes d'étudiants qui se rassemblaient autour d'un ordinateur pour essayer de jouer, venir battre des scores, des choses comme ça. Et évidemment, l'histoire de Atari, de Pong, qui a été une vraie révolution, et même une révolution évidemment sociétale, ça on le sait un peu tous, mais qui a créé des engouements absolument improbables. On a, je crois que c'est au Japon où il y a eu des problèmes justement avec certaines pièces de monnaie qui étaient tellement utilisées dans les salles d'arcade qu'il n'y en avait plus en circulation, et donc ce qui posait un problème aux banques. Enfin voilà, c'est des choses qui paraissent aujourd'hui, quand on parle de jeux vidéo, absolument pas dérisoires, mais en tout cas qui paraissent être un détail, et en fait ça a été des révolutions qui ont aussi poussé l'informatique, l'électronique, etc. Toujours plus loin, et c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Le jeu vidéo pousse beaucoup l'innovation. Et on en arrive après au chapitre 7, qui est Internet. Évidemment, Internet financé par la DARPA, donc la défense américaine, par l'armée américaine, et il y a vraiment des histoires incroyables là-dedans, puisque donc au début ARPANET, et qui après est devenu Internet après quelques années de recherche, et quand c'est passé aussi dans le domaine public, on va dire, mais absolument incroyable, avec des batailles journalistiques, on va dire, des batailles d'articles entre les gens qui finançaient Internet, la création d'Internet, et les gens qui réalisaient les ingénieurs derrière, et tout simplement les concepts de packet switching, de DNS, de plein de choses. C'est très drôle à lire, parce que les gens qui finançaient justement cette révolution-là n'avaient pas forcément les mêmes buts que les gens qui l'appliquaient et qui créaient justement en dur, on va dire, ces innovations. Et donc voilà, chacun avait un petit peu son but, et au final il se trouve que tout le monde, ça convenait à tout le monde, mais c'était pas du tout gagné, on va dire, à la base. Donc évidemment, après on part sur le personal computer, donc les Altair, le début d'Apple, etc. C'est, je pense, peut-être un des chapitres qu'on a le plus, où on a le plus d'infos ailleurs, parce qu'il y a énormément de documentaires, il y a énormément de films, etc. qui parlent de ça, comme je vous disais tout à l'heure, le bouquin de Steve Jobs, la biographie de Steve Jobs de Walter Isaacson en parle énormément, donc c'est peut-être là où vous apprendrez le moins de choses, mais en réalité il y a quand même des histoires, on va beaucoup plus loin dans les histoires, notamment de la création de l'Altair 8080, non je sais plus exactement son nom. Mais voilà, c'est des histoires qui sont vraiment cool. Ça parle évidemment d'informatique, mais ça parle de business, ça parle de plein de choses qui sont ultra intéressantes. Chapitre 9, software. Donc là, on rentre dans l'histoire, notamment de Microsoft. Microsoft a fait, mine de rien, beaucoup dans l'histoire du logiciel, du bien comme du moins bien, mais ils ont été avant-gardistes, et notamment le modèle de société à l'époque. À l'époque, c'était donc on avait Apple, on avait Microsoft, on avait IBM. C'était un petit peu la trinité, on va dire, de ce qui se faisait en termes d'informatique grand public, si on peut dire, en tout cas même dans les entreprises et dans le grand public. Mais
voilà, Microsoft a vraiment amené le modèle d'entreprise, le modèle de management, etc., qu'on retrouvera dans la Silicon Valley, qu'on retrouve même aujourd'hui chez nous maintenant, mais ce modèle de start-up beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple que ce que faisait par exemple IBM à l'époque. Et donc c'est voilà, on retrouve aussi beaucoup de un mode de vie, un mode de travail, etc. C'est vraiment vraiment hyper intéressant. Ça permet de voir aussi, de comprendre comment est-ce que Microsoft et Apple ont collaboré pendant très très longtemps, collaborent encore toujours d'ailleurs à différents niveaux, mais voilà. Le 10e chapitre, il s'appelle Online. Donc là, c'est entre Internet et le web. Pourquoi entre Internet et le web? Et bah, c'est un petit peu quand justement ces réseaux, et dont Internet, le réseau entre les réseaux, s'est démocratisé dans la vie de tous les jours, ou au moins la vie des entreprises et la vie de pas mal de personnes, et où on a commencé à créer des services au-dessus, créer des entreprises au-dessus, sans que ce soit le web, mais il y avait voilà, des prémices, que ce soit dans les universités et dans les entreprises, voilà, vraiment d'utilisation d'Internet et ce que ça a changé dans le monde. Pour arriver au chapitre 11, le web. Bon voilà, le web, il y a énormément d'histoires qui sont très très cool, que je connaissais pas du tout, dont l'histoire, je crois qu'elle est dans ce livre-là. Peut-être que ma mémoire me fait défaut, mais je me souviens de l'histoire d'Howell, je crois. Howell, ils ont une histoire qui est absolument incroyable, où en fait, ils ont embauché une directrice marketing qui a travaillé, je ne sais plus pour quelle grande compagnie, pas dans l'informatique ou dans le web, etc., mais qui a tout simplement décidé de faire une campagne, et vous l'avez connu, d'envoi de CD Internet à je ne sais plus combien de millions de foyers américains. Et donc, c'était une campagne qui paraissait absolument folle à l'époque, mais qui a réussi à des points où, en fait, Howell a tout fait pour cacher à ses concurrents que cette technique-là marchait, parce qu'ils ne voulaient pas que ça soit reproduit par leurs concurrents. Et donc, ils avaient une stratégie et qui avait été proposée par justement cette directrice marketing, qui était absolument de dire dans toute la presse qu'elle allait être virée, qu'elle était complètement folle, parce qu'elle leur avait fait faire ça, envoyer des CD à tous les gens, etc., et que c'était une idée complètement débile, alors qu'en fait, justement, c'était absolument pas le cas en interne, que cette méthode a marché comme jamais et leur a fait faire des milliards de bénéfices. Et voilà, donc c'est une des petites histoires que je trouve absolument... Enfin voilà, c'est très très bien raconté et que je trouve quand même très très surprenante, parce que c'est des trucs voilà, qu'on ne sait pas forcément. Et il y a un chapitre à la fin pour boucler, qui est assez petit je crois, mais qui s'appelle Ada Forever, ou Ada Forever, et avec un joli portrait de Ada Lovelace qu'on a vu à peu près partout. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ça boucle tout simplement, ça revient sur le début du livre, et on reprend des enseignements qu'on a appris un petit peu, des histoires qu'on a appris au fur et à mesure du livre, et ça les remet en contexte tout simplement, et ça parle un petit peu du futur, ou du moins de l'informatique d'aujourd'hui. Voilà, bon, je voulais le faire assez rapidement, je me suis dit en 10 minutes, présenter le livre, ça devrait être suffisant, mais au final, je vois à mon timer là qu'on a dépassé les 20 minutes, donc je vais faire court, mais en tout cas, si, je dis pas que c'est un livre incontournable, qu'il faut absolument lire, etc., si l'histoire de l'informatique vous intéresse pas, ne lisez pas ce livre. Mais si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est sûrement que ça vous intéresse un petit peu. Et si vous avez un livre à lire sur l'histoire de l'informatique, c'est celui-là, vraiment, ça, c'est sans aucun doute. Celui-là qui est intéressant aussi, hormis si vous êtes vraiment allergique à Steve Jobs, mais il n'y a pas que la vie de Steve Jobs dedans, c'est quand même un bon panorama de la Silicon Valley dans les années 70-80. Mais voilà, ça c'est vraiment, je vous ai dit, des années 1830-50 jusqu'aux années 90. C'est vraiment incroyable. N'hésitez pas à me donner, déjà à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous aimez ce genre de vidéos autour d'un ou plusieurs livres, moi je lis beaucoup, j'adore lire, et j'adore le partager. Donc si jamais ça vous plaît et que vous voulez d'autres vidéos autour de la lecture comme ça, et du sujet de l'informatique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir si jamais ça vous tente d'en refaire.
Et si vous avez des suggestions de livres à lire et que j'aurais peut-être pas lu, et bah laissez-les moi aussi en commentaire. Ça m'intéresse voilà, d'agrandir ma bibliothèque, même si bon, on voit un petit peu là-bas que ça commence à saturer un peu de partout, mais, mais en tout cas je suis toujours preneur de nouvelles suggestions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes déjà, on a dépassé la centaine d'abonnements sur les 2 premières vidéos, donc c'est vraiment super cool. Merci beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas, voilà, à liker, à faire plaisir à l'algorithme YouTube, à partager si jamais ça vous a vraiment plu et que vous voulez faire découvrir la chaîne à d'autres gens. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.